et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. J'ai le plaisir de retrouver pour débuter cette nouvelle année boursière Laurent Denis, directeur des investissements chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. On va se retrouver bien sûr, comme en 2023, tout au long de l'année pour commenter l'actualité des marchés et surtout leurs perspectives. Retour rapide quand même, peut-être sur la fin d'année 2023. On a l'impression que le combat contre l'inflation semble en grande partie, vous allez nous le dire, peut-être gagné, avec une croissance qui pour le moment encaisse, notamment aux États-Unis, ou fait même mieux qu'encaisser, et des indices financiers qui ont fini 2023 en fanfare. Je me plante pas trop sur le diagnostic. Non, on va aller rapidement Ouais. sur 2023. Effectivement, une surprise sur la croissance mondiale. 1% de surprise, on attendait 2, on a fait 3. Et la surprise elle provient des États-Unis essentiellement. Et puis la deuxième surprise, c'est la décélération de l'inflation, la vitesse à laquelle ça s'est passé. Effectivement, là aussi, facteur pour rassurer le marché. Et puis aussi un événement important, c'est Jay Powell, le président de la Fed des États-Unis, qui en fait annonce le pivot de la Banque centrale en fait en octobre-novembre et derrière qui propulse les marchés très très haut. Donc oui, une année, une fin d'année en fanfare. Fin d'année en fanfare. Est-ce que cette croissance, c'est une des questions de 2024, elle va tenir le choc? On voit qu'aux États-Unis, pour le moment, il n'y a même pas de soft landing, on n'a pas l'impression que ça atterrit du tout. En Europe, c'est plus compliqué, j'imagine que c'est une des questions cruciales de l'année. C'est la question de l'année, mais aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas un économiste vous dire que le scénario du soft landing ou no landing est plus probable que celui de la récession. C'est impossible de dire ça. Néanmoins, vous avez parfaitement raison. Pour l'instant, le consommateur américain tient la barque, j'ai envie de vous dire, parce que si on regarde les dépenses d'investissement, là on est à 1,6%. Si on regarde la qualité des emplois, ce sont souvent des emplois qui sont liés au gouvernement, dans l'éducation, la santé, etc. Les emplois privés, eux, ils ont basculé plutôt du côté obscur. Donc la situation n'est pas si rose que ça. Néanmoins, le consommateur américain qui n'a plus d'excès d'épargne, et en fait, il va aller chercher sa capacité de consommer, dans son augmentation de salaire réel, l'inflation qui baisse et les salaires qui continuent de monter, autour de 4%. Si on a une inflation à 2,6%, finalement, on gagne un peu plus. Voilà. Et puis, de l'autre côté, un recours au crédit. Exactement, qui est reparti. Alors là, comme en 40, j'ai envie de vous dire. Donc oui, le consommateur américain, les dépenses d'investissement, c'est 12% du PIB, le reste, c'est vraiment la consommation. Donc tant qu'il tient, pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Pour l'Europe, la situation, ce n'est pas du tout la même, on le sait. Là, ça cale un peu côté crédit et finalement aussi les ventes au détail, on l'a vu hier en Allemagne, sont vraiment problématiques. On a un excès d'épargne, mais cette épargne n'est pas dépensée. Et pour l'instant, il faudrait un choc de confiance. Moins de confiance, c'est ce que j'allais dire. Pour que ça redémarre, ce n'est pas le cas. Donc on est dans une configuration plus positive pour les États-Unis, un peu plus négative pour l'Europe en ce moment, et puis la Chine, on en reparlera peut-être, mais qui effectivement est la grande interrogation. Absente, en tout cas pour le moment, de cette reprise. Forcément, l'autre question qui agite intensément les marchés depuis même tout le second semestre 2023, c'est à quand le pivot monétaire, à quand la baisse des taux. On a eu Jérôme Powell qui a parlé très récemment, effectivement, sur la première décision qui a eu lieu en 2024. Il est pour quand ce pivot, Laurent ? Si je peux me permettre, la question, elle n'est pas quand, mais pourquoi, avant le quand. Et si on se pose la question du pourquoi, en fait, il n'y a pas de choc en fait, qui permette à la Fed de baisser les taux. On a effectivement une force positive et une force négative, le durcissement des conditions financières, dont on ne connaît pas encore l'intégralité des impacts, et puis de l'autre côté, la désinflation plutôt positive. Mais aujourd'hui, vous l'avez évoqué, les chiffres ne permettent pas à la Fed en fait, de baisser les taux. À part pour faire plaisir au marché finalement. Non, mais on est dans une normalisation, pas dans la volonté de stimulation, et c'est ça qui est important. Et en fait, baisser les taux aujourd'hui, c'est peut-être restimuler l'économie et faire repartir l'inflation. La Fed ne va pas prendre ce risque et donc va se donner le temps. Donc en fait, toutes ces anticipations en fait, de mars ont été revues. On était à 80% de probabilité de baisse des taux en mars, en fait, en décembre dernier. On est à 35% aujourd'hui. Voilà, le marché accompagne le fait que la Fed soit dépendante des données. C'est vraiment ça. Donc elle va se donner le temps d'attendre et ça, il faut vraiment l'intégrer dans son allocation. Bon, on va se donner le temps d'attendre. Justement, comment vous voyez, parce que ça détermine pas mal de choses, l'évolution de la courbe des taux cette année ? Alors,
effectivement, on a eu un rallye obligataire, donc une baisse des taux à peu près de 100 points de base, 1%, hein, qui déjà, effectivement, reflète les anticipations de baisse des taux de pivot que vous avez évoquées. Donc, en fait, on est plus dans une configuration où les gains en capital, en fait, vont être moins importants, plus de portage. Mais on reste quand même dans un environnement où on est passé de taux 0 à 4 ou 5% entre la situation géographique US ou américaine, ou européenne. Il faut profiter de cet environnement. Non, mais on est encore dans une configuration où il faut faire du portage. Alors, on peut le faire comment? Effectivement, la courbe des taux, ça va être un des paramètres importants, et notamment le fait que ça puisse se quantifier. Donc oui, il faudra se positionner sur les maturités courtes parce que les taux vont baisser, donc les taux monétaires vont baisser. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre justement ce moment où les banques centrales vont mettre en place des taux. Et après, il va falloir être un peu malin. Donc pourquoi? Parce que il faut envisager les scénarios alternatifs. Soit l'éventuelle récession qu'on a évoquée tout à l'heure, et là comment on se prémunit contre cette récession? On va chercher des maturités très longues. Et la beauté de cet exercice, c'est qu'en fait, elles sont décotées. Elles ont été émises quand les taux valaient 0. Donc en fait, quand les taux montent, en fait, la valeur des obligations baisse. Et donc en fait, elles ne valent plus 100, mais elles valent beaucoup moins, 40%. Donc on a ce qu'on appelle dans notre jargon une convexité. Alors, si les taux baissent, vous allez gagner beaucoup d'argent et vous allez en perdre moins si les taux montent, puisque évidemment, la perte est limitée en capital. Ça, c'est le premier scénario alternatif, la récession. Et le deuxième scénario, c'est une reprise de l'inflation. On a vu que il y avait des signaux quand même qui montraient que ce n'était pas encore complètement gagné. Les chaînes d'approvisionnement, ce qui se passe en mer Rouge, enfin, on voit que les problématiques ressurgissent et donc on n'est pas à l'abri d'une résurgence de l'inflation, portée peut-être aussi par la baisse des taux des banques centrales. Donc là, en fait, on peut acheter des actifs décotés sur l'obligataire que sont les obligations indexées sur l'inflation. Vous bénéficiez d'une éventuelle remontée de l'inflation au travers de ces obligations. Vous voyez qu'on peut être malin. Pas mal de leviers en fait. Oui, et en fait, il faut faire du portage et puis on peut aussi faire du crédit. Enfin, on recommande de faire du crédit. Bon, justement, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais 2022, on avait le sentiment que tout avait baissé en même temps. Enfin non, c'est pas le sentiment, tout a baissé en même temps, actions, obligations. 2023, on a l'impression que c'est un petit peu l'inverse, que tout a augmenté en même temps. Sur les classes d'actifs, qu'est-ce que nous donne 2024? Il faut avoir là aussi un petit peu des deux poches, obligataires, actions, avec qu'est-ce qu'on surpondère peut-être par rapport à l'autre? Effectivement, comme je l'ai un peu déjà évoqué, il faut accompagner le cycle. Donc en fait, il faut d'abord tirer parti des opportunités sur l'obligataire qu'on vient d'évoquer. Et ensuite, en fait, on va pouvoir migrer vers les actifs un peu plus risqués, notamment les actions. Mais un peu de patience par rapport à ça. On a des valorisations sur certaines classes d'actifs, actions qui sont, ou certaines zones géographiques qui sont un peu chères. Donc en fait, et celles qui sont décotées, est-ce qu'on a les catalyseurs qui permettent de rentrer? Les small caps, c'est peut-être un peu tôt. Oui, les small caps, il va falloir revenir sur les small caps. Mais il manque en fait une stabilisation des indicateurs économiques, notamment en Europe, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup à faire sur l'obligataire, sur le crédit, et ensuite on accompagnera la partie action. On peut déjà en faire sur certaines thématiques, mais pas de manière, je dirais, non disciplinée et non diversifiée sur justement les tendances qui vont porter les marchés, ce qu'on a déjà observé en 2023. Bon, ça va être intéressant de faire le point tout au long de l'année. Sur les actions, on a eu là aussi très récemment les résultats de Microsoft, d'Alphabet, résultats exceptionnels, au-dessus des attentes, sauf vraiment à la marge. Et puis on a finalement des marchés qu'on fait un peu bof parce que les attentes étaient encore plus élevées. On a eu les résultats du luxe aussi, là pour le coup très bon avec un fort rebond. Ma question est simple, est-ce qu'on reste sur ces thématiques, sur les Magnificent Seven, sur le luxe, ou est-ce qu'il va falloir aller chercher des secteurs peut-être plus défensifs? Alors, les deux. on reste sur ces thématiques, mais vraiment les thématiques portées par l'intelligence artificielle. Il va y avoir une diffusion multisectorielle qu'il va falloir là aussi accompagner. On le voit dans les avancées sur l'oncologie, dans la santé. On le voit aussi sur tout ce qui est software. On n'est plus simplement sur les microprocesseurs et les puces, mais vraiment sur les producteurs de logiciels, notamment dans la cybersécurité. Plus on traite de données, plus la cybersécurité va être importante. Donc il faut accompagner ce cycle. Ça, le premier point. Le luxe, oui, le luxe, c'était un de nos thèmes l'an dernier, mais ce n'est pas un thème, je dirais, de l'année. C'est un thème qui
qui doit être le cœur de votre portefeuille. Barrière à l'entrée, capacité à passer des hausses de prix. Vous avez vu les résultats de LVMH, croissance organique de 10%. On a une croissance nominale dans le monde de 6%. Visibilité sur les cash flows, ça vaut 20 fois, ça vaut un peu plus là, parce que ça a monté 17%. Mais les résultats, oui, il faut avoir du LVMH, oui, il faut avoir du Hermès qui vaut 45 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce que là, on est sur des croissances organiques et sur une dimension, une premiumisation, mais qui n'a pas d'équivalent. C'est ça qu'il faut avoir en tête, cette premiumisation et ces tendances IA santé. Et puis à côté, là, on va aller chercher les nouvelles tendances. Et les traitements anti-obésité, Novo Nordisk, vous avez vu les résultats qui sont spectaculaires. Là aussi. Hein. Mais quelles sont les nouvelles tendances? Là, on a des conjugués médicaments anticorps qui permettent là aussi d'aller chercher ces nouvelles tendances. Les traitements oncologiques, là, au travers de l'ARN messager, possible. Pourquoi? Par l'intelligence artificielle. C'est ça aussi qu'il faut appréhender. Il y a des sociétés qui sont bien positionnées là-dessus et qui vont permettre de capter de la valeur et de la croissance et de la performance. Voilà, on a 3 segments qui nous paraissent vraiment avoir de la valeur. Et puis, un segment sur lequel il faudra se repositionner et qui est des côtés, ce qui est la transition écologique. Il a un peu souffert avec la hausse des taux. Mais la clean tech, l'infrastructure, en fait, là, on a des valorisations qui commencent à être vraiment intéressantes. Donc, on revient ponctuellement, plus doucement que sur les 3 autres secteurs que j'ai évoqués. Bon, il y a des serpents de mer, parfois, dans les analyses qu'on fait, dans les perspectives, notamment, est-ce que l'Europe va enfin rebondir plus que les États-Unis? On a quand même l'impression en 2024 que, là aussi, on a l'impression que c'est encore les valeurs américaines qui risquent de dominer cette année. Et puis, vous l'avez pressenti, cette question sur la Chine, grande absente de 2023. Est-ce qu'il peut y avoir un rebond en 2024? On a des statistiques qui sont tombées en début d'année qui sont, on va dire, mitigé et le sentiment que peut-être on assiste à quelque chose de plus structurant sur le rôle de la Chine dans l'économie mondiale, ou est-ce que finalement, à un moment, il va y avoir un réveil, un plan de relance qui va venir enfin ramener cette économie comme locomotive du monde? J'aurais 2 angles de réponse sur votre question, parce qu'en fait, je crois que raisonner de manière régionale, c'est plus pertinent. Non, c'est moins pertinent. C'est moins pertinent. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, il y a une telle dispersion en fait dans les performances sectorielles que raisonner de manière géographique, ça ne veut rien dire. J'ai investi sur l'Europe, j'ai investi sur les États-Unis, mais si vous n'aviez pas ces Magnificent Seven, vous n'avez pas fait de performance. Donc en fait, il faut changer un peu son logiciel et regarder justement ce qui peut porter la croissance et notamment ces thèmes. Si on parle de la Chine a un plan quinquennal en fait en 4 points. L'autosuffisance technologique, les approvisionnements, là, qui sont un peu l'autonomie, la clé non économique peut-être qui dicte la Chine, les infrastructures, pas simplement les infrastructures classiques, mais les télécoms, le réseau, et puis le vieillissement de la population. Ce plan quinquennal, c'est sur ces 4 thèmes qu'il faut investir en Chine. Et là, je vous promets que vous allez avoir de la performance dans les 10 prochaines années. Il y a quand même de la défiance à court terme. C'est vrai, mais on est sur des valorisations qui sont extrêmement attractives. La Chine, aujourd'hui, en fait, fait des efforts colossaux sur l'informatique quantique. Elle a effectivement laissé la place sur les microprocesseurs aux États-Unis. Elle a perdu la bataille, mais ne croyez pas qu'elle abandonne la bataille technologique. Elle essaie justement d'avoir peut-être un pas d'avance sur l'apprentissage quantique, sur l'intelligence artificielle. Vont-ils réussir ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut pour autant considérer que la Chine n'est pas investissable? C'est pas possible de raisonner comme ça. Je mets l'Inde à peu près dans le même panier, compte tenu du poids économique et politique amené à grandir dans les prochaines années. Donc il faut envisager d'investir sur la Chine et sur l'Inde, plus sur la Chine, tellement c'est décoté aujourd'hui. Bon, dernière question rapide. On vote cette année aux États-Unis, le match qui se profile, Trump-Biden. On regarde ça avec attention quand on est investisseur. Est-ce que ça a des effets à court terme, moyen terme, ou est-ce qu'on attend véritablement que le résultat de l'élection soit scellé en novembre prochain? C'est novembre, c'est le 5 novembre. On a le temps encore. Voilà. Et puis les impacts, je dirais, aujourd'hui, en fait, Biden, c'est pas tout blanc et Trump, c'est pas tout noir. En fait, ils ont ces 2 variantes du protectionnisme, mais quelque part, il n'y a rien qui va changer. Il y en a un qui sera plus vocal que l'autre, on voit bien lequel. mais c'est ça, voilà. Donc, il n'y aura pas de changement majeur dans la dialectique américaine et dans la dimension politique étrangère.
On verra ça en 2025. Bon, on aura le temps de s'en reparler de toute façon lors des prochains points, puisqu'on va suivre ça, comme je le disais, régulièrement tout au long de l'année. Merci beaucoup, Laurent Denis, pour cette première vision sur l'année 2024. Merci. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.